Aujourd'hui d'entropie et en fait ce que c'est que l'entropie dans une application. Et je vais vous parler surtout d'un moment qui arrive assez fréquemment dans les applications où on se dit on n'y arrive plus, il va falloir refaire cette application, ou pire, on n'y arrive plus, on va le mettre en TMA, on va faire appel à une boîte spécialisée là-dedans et qui va, à moindre coût, nous faire évoluer notre application. Évidemment, vous vous doutez que c'est une question, c'est la deuxième partie qui est intéressante. Moi, ce que je vous propose d'étudier, de parcourir aujourd'hui, c'est les moyens de garder et de remettre sous contrôle vos applications. Donc, je suis Alexandre Jeanbrun, j'ai 25 ans d'expérience. Alors, je sais qu'on n'a pas le droit de faire de blagues sur l'âge, tout ça, mais comme c'est sur moi, j'ai le droit. Je travaille pour Octo Technologies. Qui connaît Octo Technologies? Quasi tout le monde. Non, j'exagère. Donc Octo, c'est une boîte qui a 25 ans aussi, à peu près, 26 ans. C'est un cabinet d'architectes à la base, d'architectes SI. Et aujourd'hui, on fait un peu de tout. On fait principalement de la création de logiciels, comme beaucoup d'entre vous, je suppose. On travaille principalement pour les services publics actuellement, donc on n'a pas le droit de citer les ministères pour lesquels on travaille. Voilà, mais il y a plein de choses que vous allez utiliser là, dans cette période d'élection qu'on a développée nous chez Octo. Alors évidemment, dans ces 25 ans d'expérience, j'ai fait plein de trucs différents dans ce domaine de l'informatique. J'ai commencé par être analyste programmeur. C'était le titre que j'avais dans mon premier job. Puis après, j'ai fait, comme beaucoup, j'étais chef de projet parce que c'était pas bien d'être analyste programmeur, tout ça. Je suis devenu manager. J'ai managé de plus en plus de personnes. Et puis à un moment dans ma vie, je me suis dit, en fait, manager, j'apporte pas beaucoup de valeur aux autres. Je passais mon temps à cliquer dans des outils de reporting et ça m'intéressait beaucoup moins. Donc je suis devenu coach, craft, voilà. Et je fais ça maintenant depuis 7-8 ans. Et chez Octo, aujourd'hui, je m'occupe surtout de donner des conseils à nos clients en faisant par exemple des audits de code, des audits d'organisation, et puis de les accompagner après pour la mise en place des préconisations. Donc j'ai observé plein de choses dans ma carrière. J'ai commis aussi plein de choses dans ma carrière. C'est-à-dire que j'étais aussi à l'origine d'un certain nombre d'applications mal faites, mal écrites, et qui sont, je n'espère pas, mais peut-être encore en production, et où il y a des développeurs qui galèrent tous les jours à travailler dessus. Alors, évidemment, le coup de talk s'appelle entropie, donc il va falloir que je vous explique, si vous ne le savez pas, ce que c'est que l'entropie. L'entropie, c'est l'état de désordre d'un système. Voilà, ça c'est la définition dans la thermodynamique. L'entropie, c'est l'état de désordre d'un système. Le second principe de la thermodynamique nous dit que toute transformation d'un système se fait avec une augmentation de l'entropie. Et une conséquence de ça, c'est que si on est dans un système isolé, en fait, l'entropie ne diminue jamais. C'est une constante dans le temps. Elle augmente, mais elle ne diminue pas. Alors, heureusement pour nous, les systèmes d'information ne sont pas des systèmes thermodynamiques. Donc, on a une petite chance de contourner les lois de la thermodynamique et de la physique. On a une petite chance d'arriver à faire, si ce n'est diminuer l'entropie, en tout cas la maîtriser. Alors, les grandes sources d'entropie dans une application, dans un système d'information, j'en ai identifié trois grandes sources. La toute première sont les êtres humains. Parce que jusqu'à preuve du contraire, et encore pendant assez longtemps à mon avis, ce sont encore les êtres humains qui fabriquent les logiciels et les systèmes d'information. Alors, qu'est-ce qui provoque des transformations dans notre application, dans notre système d'information relatifs aux humains? Alors, il y a plein de décisions liées au management. À un moment donné, on va réduire la taille d'une équipe, on va offshorer une partie de l'équipe, on va prendre des décisions qui vont impacter notre application et donc qui vont générer du désordre dans l'application. Il y a aussi une problématique de compétences dans une équipe de développeurs. On n'a pas toujours à disposition les compétences qu'il faudrait pour pouvoir faire la bonne application au bon moment.
Et puis on a la vie, c'est-à-dire que les gens changent, hein, les gens ont envie de changer d'équipe, ont envie de quitter l'entreprise, donc il y a du turnover. Vous le savez, hein, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort d'une équipe ou qui rentre dans une équipe, ça provoque du désordre, ça provoque de la transformation, et ça, c'est une source d'entropie. Deuxième grande source d'entropie, la technologie. Alors, encore une fois, vous êtes au fait de ça. La technologie a une fâcheuse tendance, c'est qu'elle change tout le temps. Ça serait tellement plus cool que la technologie ne change pas. Alors, qu'est-ce qui change? Il y a les nouvelles versions de langage. Voilà. J'ai pris Java comme exemple, hein, parce qu'il y a un rythme de changement important sur Java aujourd'hui, mais les autres langages aussi changent très fréquemment. Évidemment, à chaque fois qu'on va vouloir se mettre à la page sur une application en termes de niveau de langage, ça va créer des transformations et donc du désordre. Les frameworks changent. J'ai mis des frameworks front, hein, c'est pas un troll, c'est parce que évidemment on voit bien que les frameworks front changent beaucoup plus souvent que la plupart des autres frameworks. Il y a des modes. Tout d'un coup, il faut mettre du Kafka partout. Ça provoque des transformations, ça provoque des changements. Voilà. Puis on a ce qu'on découvre en cours de route de la vie de l'application, des failles de sécurité, des bugs. Ces trucs-là, il faut les corriger. Et à chaque fois qu'on corrige, on transforme, on rajoute du désordre. Puis il y a l'obsolescence, programmée ou non. Votre base de données Postgre, votre base de données Oracle, elle devient obsolète, elle est plus maintenue. Donc vous êtes obligé de la mettre à jour et donc de générer du désordre. Puis il y a tout le reste, ce que j'ai appelé l'environnement. Et autour d'un système d'information, l'environnement, c'est principalement des questions financières. Une entreprise, elle vit dans un marché. Son marché, il est fluctuant, il change. L'entreprise s'adapte. Donc elle va demander aux personnes qui maintiennent son système d'information de faire des adaptations dans le système d'information. Et ça provoque aussi du désordre, parce qu'on crée une transformation, on crée du désordre. Les standards changent dans une entreprise. Tout d'un coup, il y a un nouveau chef architecte qui débarque et qui dit maintenant on fait tous du C#. Voilà. Ce genre de truc, ça provoque des changements et d'entreprise. Les priorités d'une entreprise vont changer. Je l'ai déjà dit, son budget va changer. À un moment, on peut décider que telle application est moins importante que telle autre application. Du coup, réduire les budgets. Ça va provoquer des changements après dans les équipes et aussi dans les moyens qu'on va avoir pour maintenir son application. Alors, c'est quoi le désordre dans une application? Comment ça se traduit le désordre dans une application? En fait, ça se traduit par de la complexité dans une application. Ça veut dire que on estime qu'il y a... Alors, c'est pas moi, hein, je citerai ma source après, mais... il y a la complexité essentielle dans une application. La complexité essentielle, c'est celle nécessaire pour résoudre le problème métier que l'application doit résoudre. C'est-à-dire que ce truc-là, c'est incompressible. Si je dois faire une application qui intervient sur les marchés financiers, il y a une complexité sous-jacente aux règles métiers des marchés financiers qui fait que j'ai de la complexité dans mon application. C'est là, on ne peut pas y faire grand-chose. La deuxième grande source, grand groupe de complexité, c'est ce qu'on appelle les complexités techniques et de collaboration. Vous avez des contraintes techniques dans une application, la sécurité, la performance, la résilience. Ces choses-là apportent son lot de complexité. C'est-à-dire que pour avoir un système distribué, résilient, etc., il va falloir mettre en place tout un tas de mécanismes qui apportent de la complexité dans l'application, dans le code de l'application. Puis la complexité de collaboration, c'est ce qu'on appelle parfois la loi de Conway. C'est de se dire, en fait, pour pouvoir écrire un logiciel, hein, quand on n'est pas dans un système isolé, contrairement à un système potentiellement thermodynamique, il va falloir collaborer avec d'autres, collaborer avec des gens du métier, collaborer avec d'autres équipes de développement. Ça apporte son lot de complexité dans une application. Et enfin, la dernière complexité, c'est ce qu'on appelle la complexité accidentelle. Donc c'est ça le désordre. En fait, c'est la complexité qui vient des choix ou des non-choix qu'on fait. Typiquement, à un moment donné, dans un projet, on va être à la bourre. C'est immanquable, ça marche à tous les coups. On va décider de dégrader ces standards pour pouvoir respecter un jalon métier, un jalon imposé d'une certaine manière. Donc on va dégrader ces standards et puis du coup on va mettre en production et ce code-là il va vivre pendant un certain temps. En tout cas
on l'espère, le plus longtemps possible. Sauf qu'il n'est pas à l'état de l'art, ce code-là. Cette application, elle est dégradée, elle a du désordre. Et on se rend compte, moi je l'ai beaucoup observé, plus on avance dans le temps de vie d'une application, et plus on retrouve de la complexité accidentelle. Elle prend plein de formes. La migration de base de données pas complètement terminée, le petit bout de code qui n'a pas été migré parce qu'en fait on n'avait plus les compétences pour pouvoir le faire, etc. J'ai observé ça dans une application il y a un petit moment. C'est une application qui intervenait sur les marchés financiers. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai bossé pendant 15 ans dans une banque d'investissement. Donc je travaillais de manière assez rapprochée avec les desks de trading et donc ceux qui interviennent sur les marchés financiers. Où en fait l'application était en C++. Il y a beaucoup d'applications en C++ dans les banques d'investissement. Et tout d'un coup, je sais pas, il y a un vendeur d'un éditeur de logiciels dont je tairai le nom, qui est arrivé et qui a convaincu le management de faire une migration automatique de C++ vers C#. Et donc, évidemment, ça marchait pas bien, évidemment. Et du coup, à un moment donné, l'application, elle s'est mise à déconner complètement. Elle était en prod, la version C# était en prod. En quelques minutes, le trader a perdu plusieurs millions d'euros parce que le robot de trading est parti en cacahuète complètement. Et ça, en fait, quand on a ouvert le capot, moi j'ai été appelé après le problème, quand on a ouvert le capot, on s'est rendu compte que le code était complètement illisible, complètement immaintenable, il était bourré de complexité, et il a fallu un temps long, plusieurs années, pour pouvoir remettre la main sur ce code, pour que l'équipe soit de nouveau en capacité d'identifier la source des problèmes. Alors toutes ces complexités-là, c'est ce qu'on appelle, c'est la complexité totale d'un système. Alors ça vient de Fred Brooks, d'un fameux papier qui s'appelle No Silver Bullet, et où il décrit ces complexités. Et il explique justement que c'est des choses qui augmentent dans le temps. Alors qu'est-ce qui se passe quand la complexité accidentelle est tellement énorme qu'on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à livrer en production? On a tellement d'incidents qu'en fait, tout notre backlog, il est rempli de corrections de bugs et plus du tout d'amélioration de l'application ou de nouvelles features. C'est là où arrive la décision la plus commune de dire on va refaire l'appli. On va réécrire l'appli. Comme les moines copistes, en fait, on va copier une appli qui existe. Alors même si on dit je suis passé de je sais pas quoi, de PHP à Java 32, en fait on est quand même en train de copier l'application. C'est super rare de faire une application vraiment différente. Et en fait le problème de ça, c'est que la plupart du temps, les gens du métier ils se servent de l'application qu'on va refaire. Sinon on la referait pas, si personne s'en servait. Et donc ils vont être frileux sur le fait qu'on propose une nouvelle application en production à la place de celle qu'ils connaissent pas. Même si elle a des problèmes, même si elle a des incidents, ils font confiance à leur vieille application d'une certaine manière. Et donc du coup, ils vont imposer un certain nombre de choses. Et nous aussi, en tant qu'ingénieurs de logiciel, on va s'imposer ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de vérifier que ce qu'on a refait est bien équivalent à ce qu'on avait fait avant. Donc on va faire des trucs compliqués, du genre parallel run, du genre test de non-régression avec des tirs avant-après, des trucs de ce goût-là. Mais si vous les avez déjà expérimentés, ces trucs-là, vous savez que c'est des feedbacks d'assez mauvaise qualité. Quand vous faites un parallel run et que vous laissez tourner l'application pendant une semaine, vous allez collecter tout un nombre d'anomalies potentielles. Vous ne savez pas en fait si ce sont des anomalies. Il y a beaucoup de faux positifs. Vous allez passer un temps important à analyser pourquoi la nouvelle application ne se comporte pas exactement comme l'ancienne. Et ça, en général, ça mène à un échec de la refonte. Moi, j'en ai observé peut-être pas des dizaines, mais pas loin de 10. Des grosses applications où on a voulu réécrire complètement l'application et où, au bout de 10 ans, on a toujours l'ancienne et on a la nouvelle. Et donc là où avant on avait un problème, c'est-à-dire une application un peu compliquée à mettre en prod, on en a 2, voire 3, parce que la nouvelle application elle va se dégrader de la même manière que la première.
C'est-à-dire que comme on a fait juste se dire on va réécrire l'application et qu'on n'a rien changé d'autre, en gros, on se retrouve exactement dans la même situation. Et ça, voilà. Vous avez déjà vécu, je suppose, peut-être des situations où vous arrivez et on vous dit on est en pleine refonte de l'application. Et en fait, l'ancienne, elle est là et elle est là pour un moment. Alors revenons sur les sources de l'entropie. Comment on peut faire en sorte que ces sources d'entropie, pour un système d'information et pour un logiciel, soient maîtrisées? Alors sur les humains, je reviens à un vieux machin qui s'appelle le manifeste agile. Ça commence à devenir vieux. Ça, c'est sur la 2e page. Qui a lu la 2e page du manifeste agile? Vous êtes 2. Qui savait qu'il y avait une 2e page au manifeste agile? Donc sur le premier, vous connaissez tous les 4 machins. On préfère ça plutôt que ça, machin. Et puis sur la 2e, il y a 12 principes. Et ça, c'est un des principes. Et c'est un principe important. C'est un principe qui dit que pour faire bien des logiciels, il faut le faire avec des individus motivés, qui ont les moyens de bien faire leur boulot, et il faut leur faire confiance. Ça, c'est la source de maîtrise la plus forte de l'entropie. C'est, semble-t-il, comme toutes les personnes décédées, on leur attribue toujours des citations, mais c'est, semble-t-il, Steve Jobs qui disait on n'embauche pas des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais pour qu'eux nous disent qu'on a à faire. Et moi, malheureusement, je rencontre plein d'équipes micromanagées, c'est-à-dire à qui on distribue les tâches, à qui on dit il faut écrire ce code-là. Limite, dans les stories, on retrouve des requêtes SQL ou du pseudocode pour leur dire... Voilà. C'est un peu idiot de payer des gens aussi cher que vous. Vous êtes tous payés très cher, relativement, pour leur expliquer ce qu'ils ont à faire. Alors là, oui, peut-être, on peut demander à une IA éventuellement de faire ça. Éventuellement. Donc comment on fait en sorte d'avoir un environnement favorable à ce que les personnes restent motivées, à ce que les personnes soient engagées, à ce que les personnes aient de l'autonomie et pour qu'ils aient la confiance. Donc c'est ces trois trucs-là: autonomie, responsabilisation, délégation. En fait, c'est pas un truc qui se décrète, ce truc-là. Moi, je vois plein... Je suis chez un client dont je tairai le nom, peut-être qu'il y a des représentants ici, donc j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts, mais qui est pas très loin d'ici. Dans une ville un peu isolée, où effectivement on regarde, ils ont un target operating model. Voilà. Et dans le target operating model, il y a un manifeste au début qui dit nos équipes sont pluridisciplinaires, autonomes, machin. Et puis après, quand on ouvre le capot et qu'on parle avec les gens dans l'équipe, évidemment, c'est pas le cas. Malheureusement, évidemment, c'est pas le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté à un sprint planning où les développeurs étaient pas là. Très bizarre. Il y avait que les PO. Enfin, un PO et un Scrum Master, entre guillemets. Et où on affectait directement pour toute la durée du sprint. Alors, en plus, c'est des sprints très longs d'un mois. Toutes les tâches du backlog à des personnes. Ils mettaient les noms. Voilà, ça c'est pas de l'autonomie. Alors on peut l'écrire dans des documents, on peut l'afficher sur les murs, il y a des boîtes qui l'affichent sur les murs, ce genre de truc. Ça veut pas dire que c'est dans les faits le cas. Alors comment on rend les gens autonomes, c'est un travail de longue haleine. Alors ça passe d'abord par l'affirmation qu'on leur fait confiance. Pour que les gens soient autonomes, il faut qu'ils aient confiance. Il faut qu'on leur donne notre confiance. En faisant ça, on les responsabilise. C'est-à-dire qu'ils sont partie prenante de la réussite ou de l'échec du projet, du logiciel qu'on est en train d'écrire. C'est assez peu affirmé de ce que j'ai pu observer. C'est-à-dire que des équipes de développement sont souvent associées à l'échec, très peu à la réussite. Et puis, on affirme la délégation. Affirmer la délégation, c'est pas dire c'est bon, faites ce que vous voulez. Affirmer la délégation, c'est dire quelles sont les zones qu'une équipe, un individu dans l'équipe ou que l'équipe entière, dans lesquelles il a le droit de prendre des décisions. Et ça, c'est un truc qui se travaille au quotidien, en fait. Si je dois gérer un gros projet, je vais décider avec chacun, je vais avoir une discussion avec chacune des parties prenantes de qui décide de quoi et quand est-ce que c'est OK que un tel décide de quelque chose et que quand est-ce que c'est pas OK et qu'il faut demander la permission ou qu'il faut en discuter. Donc ça s'affirme, ça s'écrit, ça se travaille.
Deuxième chose super importante, pour garder les individus motivés et puis essayer de les garder le plus longtemps possible, il faut de l'espace et du temps pour améliorer les pratiques et les compétences. C'est pas un fait acquis. J'espère que parmi vous, il y en a qui ont la chance d'être dans des équipes où vous avez un certain nombre d'heures ou un pourcentage de capacité dédié à la montée en compétences. Si c'est pas le cas, en fait, ça devient difficile, surtout pour notre métier, qui est un métier de savoir et un métier de connaissance. Et donc où on acquiert de la connaissance et du savoir au fil du temps et au fil de l'expérience. En fait, c'est difficile de garder des gens qui ont envie d'apprendre dans un endroit où on n'apprend pas. Et encore une fois, c'est pas un truc qui se décrète, c'est un truc qui se met en place. C'est quelque chose qui se travaille, notamment avec les personnes qui nous payent, nous développeurs. Allez voir vos métiers et dites-leur, je vais passer un jour dans ma semaine à ne pas produire des features, mais à monter en compétences. Et regardez la réaction de cette personne. Alors vous pouvez commencer en égo un peu fort, comme ça, un jour par semaine, une demi-journée par semaine après, voilà. Mais ce temps-là, c'est du vrai temps. C'est-à-dire que c'est pas un vœu pieux, c'est pas un buffer qu'on met quelque part dans son truc. C'est tous les vendredis après-midi, toi, monsieur du métier, madame la PO, etc., tu viens pas nous parler. On fait autre chose. Ce temps-là, il n'est pas à toi, il est à nous pour apprendre des choses. On peut la faire plus finement que ça, la discussion, évidemment. C'est juste pour être un peu percutant. Un truc, évidemment, vous le vivez, le turnover dans une équipe, c'est toujours une question. C'est souvent une question, en tout cas. Ça devrait pas. Ça devrait pas, parce que, en fait, ça arrive. Quoi qu'on puisse faire. Quoi qu'on puisse faire, les gens vont partir, les gens vont arriver, il y a des gens qui vont malheureusement tomber malades, etc. Donc il y a du mouvement dans les équipes, les personnes changent. Ça, pour le coup, c'est un truc qu'on plante fortement dans la culture de son équipe. C'est le turnover est un non-événement. Alors comment ça devient un non-événement, le turnover ? J'entendais tout à l'heure une discussion, malgré moi, désolé, je voulais pas vous espionner, sur le fait qu'il y avait de la documentation, qu'il fallait... Voilà. La documentation, c'est un moyen de transmettre et de s'assurer que les compétences et les connaissances, elles sont partagées. Et voilà. Mais avoir aussi un processus d'onboarding des nouvelles personnes dans une équipe, c'est super important. Des trucs tout cons, du genre, au bout de quelques heures dans une équipe, ton environnement de dev, il est ready. Est-ce que vous êtes capable de faire ça dans vos équipes ? Est-ce que l'idée est STP, est-ce qu'il a accès au repo de code, est-ce qu'il a accès aux bases de données, aux environnements, etc., à la CI. Ça se travaille. C'est pas si compliqué finalement. Faire des scripts, faire des machins qui vont installer automatiquement plutôt que le petit gars qui débarque là ou la petite femme qui débarque là se retrouve à STP pendant une semaine, à pas avoir les accès, à pas avoir le bon mot de passe, le bon token, le bon machin. Ça se travaille aussi. Et ça, c'est une bonne manière de s'assurer que quand il y a quelqu'un qui arrive dans une équipe, on ne perd pas de temps, il est assez vite opérationnel et qu'on est capable de l'onboarder. Et ça devient un non-événement. Si à chaque fois c'est un stress et une douleur, c'est un événement. Et puis dernier truc, il pourrait y en avoir plein d'autres sur les humains, mais en tout cas là-dessus. Pour garder les gens motivés, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. C'est la pyramide sur les besoins fondamentaux des êtres humains, des personnes. Et tout en haut de la pyramide, alors en bas il y a la sécurité, la psychologie, le fait d'avoir un toit, de manger, etc. Et puis une fois qu'on a tout ça, ce qui est globalement notre cas, voilà, faut admettre les choses. Il y a le tout petit bout en haut qui est et le nom va m'échapper. L'accomplissement. Merci beaucoup. Quel accomplissement ? Et dans l'accomplissement, moi ce que j'ai observé, c'est que dans les populations de gens techniques comme nous, souvent le challenge était un moyen de s'accomplir. Imaginez rester, peut-être que ça vous est déjà arrivé malheureusement pour vous, rester dans la même équipe, sur la même techno pendant très longtemps. Vous allez vite vous fatiguer, et si vous vous fatiguez pas, vous allez rentrer dans une routine.
J'en vois, moi, des développeurs qui sont là depuis 10 ans sur la même appli, la même techno, qui n'ont pas appris grand-chose pendant 10 ans et qui n'ont jamais été challengés, en fait. Et ça, c'est un truc qui s'instigue dans une équipe, de créer du challenge, se dire, bah tiens, si on essayait de mettre un peu de chaos dans l'équipe, je sais pas, si on essayait de changer le framework front, on passe de Angular à Vue, voilà, juste pour rire, essayer. Mais se rajouter des challenges, c'est important pour garder un certain niveau d'engagement, un certain niveau de motivation. Alors ça, moi j'habite une petite ville qui s'appelle Cholet, c'est la foire aux bestiaux de Cholet, voilà, qui a lieu tous les lundis. Il y a le marché des compétences. C'est très difficile de choisir les personnes avec qui on travaille dans une équipe. C'est rare. Souvent, on arrive dans une équipe, elle est déjà là, et puis on peut se dire j'ai pas envie de bosser avec un tel, ou il sait pas faire ça, ou il sait pas faire ci, etc. Donc, il y a un enjeu sur comment on acquiert des compétences. Alors quand on part de zéro, hein, c'est facile, on crée des équipes, on confie à quelqu'un, à un senior en général, la constitution de l'équipe, et puis il va choisir des gens, et il va choisir les gens avec les bonnes compétences. Ça, c'est le monde idéal. Ou alors on va lui dire, bah tiens, il y a un tel qui est dispo, donc tu pars avec lui, et puis t'as pas le choix. C'est super frustrant pour une équipe, je vais essayer de le dire gentiment, d'avoir quelqu'un dont on estime qu'il n'a pas les bonnes compétences ou qu'il n'est pas au bon niveau. Alors comment on se prémunit de ça ? Il y a des manières, typiquement, de dire c'est l'équipe qui recrute les personnes qui rentrent dans l'équipe. Ça, c'est bien, ça s'observe, hein, on le voit de plus en plus fréquemment. C'est-à-dire que c'est l'équipe qui choisit les personnes avec lesquelles elles vont travailler. Mais si, on ne peut pas faire ça. Comment on s'assure ? On vire le mouton noir, alors là, c'est des bovins, mais... on vire le mouton noir, comment ça se passe ? Ça crée beaucoup de désordre, en fait. Ça crée beaucoup de désordre, parce que, en fait, le truc qu'on va observer derrière, c'est de dire, en fait, lui, on ne va pas lui confier cette tâche parce qu'il n'est pas au bon niveau. Du coup, c'est les autres qui font. Et on va créer comme ça des espèces de précarés où il y a des personnes qui sont habilitées à toucher une partie du code et des personnes qui ne sont pas habilitées à toucher cette partie de code-là. Mais quand les personnes qui sont habilitées, les sachants, s'en vont, et qu'il ne reste plus que les personnes qui n'ont jamais été habilitées. Ça se voit souvent, en fait. Donc ça, il faut faire attention. En réalité, c'est impossible de tout maîtriser dans le domaine, hein, parce qu'on est sur de la matière molle, hein, c'est des histoires d'humains, donc c'est pas scientifique, mais en tout cas, si dans vos équipes vous avez des personnes que vous estimez ne pas être au bon niveau, essayez de les monter, transmettez, c'est les valeurs du software craftsmanship d'une certaine manière, la transmission. Voilà, on n'est pas dans un entre-soi de personnes hyper qualifiées. Voilà, parfois il y a des gens qui sont moins qualifiés que nous, ou en tout cas on imagine qu'ils le sont moins. En général on se trompe, hein, mais on imagine qu'ils le sont moins. Donc attention à ça. Sur la technologie, comment on maîtrise la technologie ? En fait, on la maîtrise pas, la technologie. On la consomme, nous. Sauf certains d'entre vous qui doivent peut-être travailler chez des éditeurs type Google, etc. Mais moi, je fais des applications de gestion. C'est pas moi qui crée les technologies. Donc, en fait, comment je fais pour que les changements technologiques aient le moins d'impact possible dans mon application ? Petit exemple, hein, si mon code métier est mélangé avec mon code technologique, donc si je retrouve, je suis javaïste, hein, donc je vais utiliser des exemples Java, mais si je retrouve des auto-wired dans mon code partout, là, j'ai un gros couplage avec le framework qu'il y a derrière. Il ne faut pas le faire, hein, auto-wired, juste au passage. On injecte par le constructeur. Si c'est mélangé, en fait, le jour où Spring décidera de supprimer cette annotation à la faveur de la notation de Java qui est inject, mais en fait, je vais être obligé d'aller modifier mon code. Alors, celle-là de modification, à la limite, on va la maîtriser, on va réussir à le faire à peu près bien, mais en tout cas, je vais modifier mon code. Du coup, mon code métier, il est impacté puisque c'est mélangé. Donc, je suis obligé de tout requalifier.
Je suis obligé de retester l'intégralité de mon code pour vérifier que j'ai pas créé de régression. Et donc j'ai un risque non négligeable de régression fonctionnelle. Et puis parfois on se retrouve avec une mise au point très douloureuse. Alors que si j'ai séparé mon code métier et la technologie, alors quand ça change, évidemment, mon code métier il n'est pas impacté et les risques de régression sont très limités. Alors il y a plein de moyens de faire ça. Il y a des moyens très simples, il y a des moyens très complexes. C'est ce qu'on appelle le découplage, pour les plus anciens d'entre nous. C'est un vieux truc. On peut appeler ça inversion de dépendance, on peut appeler ça, je sais pas, comme vous voulez. Clinarchie, archi-hexa, EDA, etc., etc. Ça, c'est des moyens pour pouvoir faire ce qui est écrit là. C'est super important. La plupart des applications très désordonnées que j'ai pu observer, elles ont un couplage fort avec la technologie. Tout est mélangé. On ne sait pas identifier le code métier et le distinguer du code technologique. Alors, comment on évite de se retrouver dans une situation où tout est imbriqué? Alors, la clé, si on n'a qu'une, c'est celle-là, avoir une compréhension partagée du problème. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que souvent, quand les techos comprennent pas ce qu'ils ont à faire, ils vont rentrer sur des trucs où ils sont confortables, c'est-à-dire la technologie. Et donc, ils vont se faire plaisir, d'une certaine manière. Alors, c'est relatif, encore une fois, mais en tout cas, ils vont se raccrocher à ce qu'ils comprennent bien, c'est-à-dire manipuler la technologie. Et ils vont pas prendre un soin fou à créer du code métier propre. Bon, il y a l'émergence depuis un certain nombre d'années maintenant, alors c'est de plus en plus à la mode, mais du domaine driven design, qui est, je vous encourage tous, si vous n'êtes pas déjà en train d'apprendre à faire ça bien, c'est les fondamentaux de notre métier de demain, en fait, faire du DDD. Donc la compréhension partagée du problème, le DDD est un bon moyen, en tout cas la partie stratégique est un bon moyen de faire émerger cette compréhension partagée, d'avoir un vocabulaire commun, etc., et de comprendre ce qu'on a à faire. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour les développeurs d'implémenter le code métier et donc de ne pas tomber dans leur travers habituel de mettre du code technologique partout. Ensuite, on fait du design en continu et on fait émerger les besoins de technologie au fil de l'eau. Les designs upfront, du type, moi je vois malheureusement trop souvent des projets qui commencent et au bout de 2 jours, l'équipe, elle a déjà un Postgre. Alors qu'ils ont 0 code, mais le Postgre est là. Et il est monté dans Cube, tout ça. Ils ont déjà Cube, mais ça fait 2 jours qu'ils travaillent. C'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a dit il faut absolument un Postgre, il faut absolument du Cube, il faut absolument du machin. Et du coup, on le fait. Mais non, on le fait pas. Donc le design continue, l'émergence. En fait, pour que l'application tienne longtemps, il faut accepter qu'on va apprendre des choses pendant qu'on fait l'application, et donc il va falloir changer les décisions qu'on a prises au début. Ça, il faut l'accepter. Et alors nous, j'ai l'impression que les développeurs, on arrive assez bien à accepter cette situation-là. Je suis pas sûr que certains architectes l'acceptent aussi facilement, et encore moins les personnes qui ont payé les métiers. Tentez un jour la discussion, allez voir quelqu'un du métier et dites en fait, on avait prévu de faire je sais pas quoi, un découpage en domaines, le modèle X, le modèle Y, le modèle Z. En fait, on s'est trompé. Donc il n'y a plus que le modèle Z et Y. Et le X, il disparaît. Il va falloir remettre un peu de gaz, et il va falloir nous payer pour qu'on fasse ça. Parce qu'on ne fait pas ça gratos. Je ne suis pas sûr que le métier accepte facilement ça. Donc ça, c'est un vrai travail d'acculturation des donneurs d'ordre, des gens qui payent, sur le fait que en fait, faire bien du premier coup, c'est pas possible. La modularité. Alors c'est un peu le corollaire de ce que j'ai dit avant sur l'indifférence aux technologies. Mais c'est un vieux machin, la modularité, ça doit dater de COBOL. Aujourd'hui, on appelle ça microservice, je sais pas, on appelle ça
domaine, on appelle ça bounded context, c'est des modules. Enfin, voilà, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La modularité, c'est ce qui permet justement de facilement changer, de s'adapter et de se dire, il y a toute une partie de l'application qui ne sert plus à rien, je la drop et puis il n'y a pas d'impact sur le reste. Ça, c'est le monde idéal. Ça serait génial qu'on puisse avoir des applis comme ça en disant, le package bidule, je le jette et en fait, il ne se passe rien. Enfin, en tout cas, le reste de l'appli continue à fonctionner. Si je pouvais supprimer du code de mon appli, ça serait cool, en fait. C'est ça le truc. Et puis, dernier petit machin, il faut refactorer et adapter. Alors, il y a eu un écueil avec un certain nombre de coachs dont je fais partie qui ont expliqué que pour bien écrire du code, il fallait faire du test-driven développement. Et que dans le test-driven développement, il y avait la phase de refactoring. C'est pas tout à fait de ce refactoring-là dont je parle. C'est le fait que, justement, parce que les choses changent, parce qu'on apprend en faisant, parce qu'on a besoin de changer son design, en fait, il n'y a pas de raison que le code il reste comme avant. Donc il faut le refactorer. Donc il faut le rendre propre, d'une certaine manière, sans référence aucune à Bob Martin. Exemple concret du client que je suis en train d'accompagner, une application qu'ils ont commencé à développer il y a 3 ans. Et en fait, j'ai fait un audit de code. Sans parler, moi, je préfère faire l'audit de code sans parler aux développeurs avant, et puis je parle aux développeurs après. Mais c'est très personnel. J'ai pas envie d'être influencé par les conneries qu'ils vont me raconter, en fait. Je veux voir le code. La vérité est dans le code. Donc, je veux voir le code. Donc, je regarde le code et je vois un package port. Je vois un package adapteur. Je me dis, ah, cool, ils ont fait de l'exa. Puis après, je vois un package use case. Je fais, oh merde, ils ont fait de la clean. Et puis, je vois un bus d'événements. Je vois un Kafka apparaître à un moment. Ils ont fait de l'EDR. Et donc, je dis aux développeurs, en fait, on voit toute l'histoire de votre appli. On voit tous les changements de design. Ça se voit dans votre code. Sauf que vous n'avez pas allé jusqu'au bout dans vos changements de design. Dire que effectivement vous avez dû partir sur de l'exa, puis après vous avez fait de la clean parce que je sais pas, il y a dû y avoir un nouveau qui a dû dire non, l'exa c'est de la merde, il faut faire de la clean, sans aucune raison, hein, il n'y avait pas de raison particulière de le faire. Et puis il y a quelqu'un qui a dû débarquer en disant maintenant on va faire de l'event driven. Bon, ok, cool. Sauf que tout est mélangé, donc complexité accidentelle. Sur une bonne intention, qui est de dire on va adapter notre design parce qu'on a des besoins qui évoluent, et en fait on a recréé de la complexité accidentelle. Et donc, tout un code qui devient spaghetti sur une bonne intention. Donc, on refactor. Et on refactor courageusement. Et ça, on le fait quand ? Tout le temps. C'est-à-dire que on revient fréquemment sur la compréhension du problème, on revient tout le temps sur le design, on revient tout le temps sur la modularité, on revient tout le temps sur le refactoring et l'adaptation. Et ça, c'est un cycle. Vous allez me sortir l'argument, si vous pouviez parler, parce que vous n'avez pas le droit de parler. Vous allez me sortir l'argument, mais on n'a pas le temps, on n'a pas de budget pour faire tout ça. Ça, il faut éduquer et coacher votre environnement pour ça. Évidemment, c'est vous qui le savez, ça. Quelqu'un du métier, il ne le sait pas. Lui, il a l'impression qu'il paye une fois et puis qu'après, il est tranquille. Mais le logiciel, c'est pas comme ça. Donc, il faut éduquer vos parties prenantes, donc avec des vraies discussions. Alors c'est pas la discussion, c'est pas c'est comme ça, nous on sait, et toi tu sais pas. La discussion, c'est de le convaincre que c'est important de pouvoir apprendre en faisant et de pouvoir adapter en faisant, et que s'il veut que son application lui rende des services longtemps, mais il a intérêt à financer tout ça. Vous savez ce que c'est ça ? Non ? Ouais. C'est un grille-pain. C'est un grille-pain qui fait un truc bien, il grille du pain. Il n'est pas Bluetooth, il donne pas l'air. Bon, il éjecte pas les tartines non plus. Bon, ça, à la limite, ça pourrait être un must-have du truc. On se crame un tout petit peu les doigts. Bon, il y a un côté esthétique qui pourrait se discuter, un peu old school. Alors, c'est pas celui-là, mais mes parents qui sont mariés il y a plus de 50 ans, ils ont ça, ils ont acheté ça au début de leur mariage, le truc marche toujours. Il marche toujours, pourquoi ? Parce qu'il fait un truc, mais il le fait bien. Bon, il faut surveiller, mais il le fait bien. Si nos applis étaient comme ça,
en fait, elles auraient moins de raisons de changer, en vrai. Elles seraient plus faciles à réparer, à adapter, etc. Alors là, l'adaptation sur ce truc-là, c'est là où la limite de l'analogie. Hein. Mais bon, on peut allumer ses cigarettes avec ça, hein, pour ceux qui fument. Donc on peut détourner l'usage. Mais voilà. Pour dire que, en fait, le nombre de responsabilités qu'a votre application va avoir un effet important sur le désordre que vous allez créer dans l'application. Parce que plus vous avez de responsabilités et plus vous avez de raisons de changer, et plus vous allez introduire régulièrement du désordre dans votre application. Donc pour se prémunir de ça, on fait en sorte de découper son application, on revient à la modularité, ou de découper en plus petites applications qui font vraiment un truc. J'ai vu plein d'applis qui font le reporting, l'envoi de mail, la compta, le calcul de la paye, le calcul des résultats de la boîte. Mais ça, tout ça, c'est un bordel pas possible. Et en fait, ces applis-là, elles sont très vite difficiles à maintenir. Faut que j'accélère un tout petit peu. Je suis à la bourre. Hop. Alors, sur l'environnement, je vais dire un truc. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors, l'argent, certains appellent ça la valeur dans une application, les coachs agiles. Mais en fait, c'est l'argent. La valeur d'une application, c'est ce que rapporte cette application à l'entreprise. Alors, parfois, l'application, elle rapporte de l'argent directement, hein. Si vous fabriquez un site de vente en ligne, il y a une corrélation directe entre l'argent rapporté et ce que vous avez fabriqué dans votre application. Parfois, c'est indirect. Si vous faites un système de gestion de paye dans une entreprise, évidemment, l'entreprise, elle ne vend pas le service de gestion de paye. Voilà. Mais ça rapporte de l'argent aussi parce que ça évite à l'entreprise d'embaucher des myriades de personnes qui vont faire les payes à la main. Donc ça rapporte de l'argent. Ou en tout cas, c'est une économie. En fait, les applications qui arrivent dans un état de désordre important, on se rend compte qu'à un moment ou à un autre, il y a eu une rupture du flux financier. C'est-à-dire qu'on a arrêté de la financer. Et du coup, on a mis le truc un peu en attrition, en se disant, on va prendre une autre boîte qui est moins chère, on va mettre le truc en TMA, ou on va offshorer l'application. Et du coup, on n'a pas entretenu la valeur de cette application. C'est-à-dire qu'on a arrêté de la financer et du coup, elle rend plus tout à fait les bons services. C'est-à-dire qu'au fil du temps, le truc se dégrade parce qu'on la fait plus évoluer. Donc, les nouveaux besoins ne sont pas donnés par cette application-là et du coup, elle perd de la valeur. Mais elle en a encore puisqu'elle est toujours en prod. Donc, c'est important qu'une application continue à avoir un flux de valeur apporté, ajouté en permanence. Il y a des ayatollahs de l'agilité qui disent quand le backlog est vide, on décommissionne l'application. Alors, sans aller dans cet extrémisme-là, on peut se dire qu'à un moment, on peut aussi prendre la décision de dropper ces applications, ce que font rarement les organisations. Plutôt que de se dire, ce truc-là, il me rend un service, on ne sait pas lequel d'ailleurs, et on n'est pas capable de l'évaluer. Ce qui fait qu'en fait, les applications, ça c'est le core domain chart, pour ceux qui ont déjà regardé un peu... notamment le GitHub de DDD Crew où il propose plein de templates de ce type-là. Une application, elle va avoir tendance à se déplacer entre ce qui était à l'origine cœur de business, c'est-à-dire le cœur de mon business qui me rapportait de l'argent, vers un truc qui devient petit à petit générique. Mais en fait, quand ça devient générique, on arrête de développer son application. On va acheter un truc sur étagère. Ça veut dire que tout le monde fait la même chose que nous. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des éditeurs de logiciels qui proposent le truc. Donc on va aller acheter son application. Alors, en fait, il y a un moment où, malgré tout, on peut se retrouver dans cette situation. Alors là, le pilote, il va avoir un problème. Hein. Lui, il peut plus faire grand-chose. Si, il peut prier s'il est croyant, quoi. Mais le reste... il peut tourner le volant autant qu'il veut, la voiture elle retombera d'une certaine manière et lui il peut plus rien maîtriser. Comment on fait pour... Alors nous on a des moyens, on a le droit de changer la réalité, voilà, parce qu'on est dans un monde abstrait, donc on peut faire ce qu'on veut. Alors, comment on fait pour reprendre le contrôle nous ? Premier truc, c'est que une constante dans toutes ces applications très, très complexes, c'est qu'elles ont beaucoup d'incidents. Elles sont difficiles à mettre en prod. Premier truc qu'on fait, c'est régler ce problème-là.
Donc on remet l'application sur les rails et on la remet à pleine vitesse. Avant même d'imaginer refactorer quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on va aller régler les problèmes. Régler les problèmes, parfois ça passe par monter des versions. Un client récent qui a une très vieille version de WebSphere et qui dit moi je peux pas faire évoluer mon application parce que je suis couplé à mon WebSphere. Et donc on lui a dit non, on va essayer. Essayons de monter la version de WebSphere. Et là après tu vas pouvoir brancher tes outils de monitoring modernes, etc. dessus. Et ça va marcher. Il était sur du Java 1.4. On fait ça d'abord, avant d'envisager de faire quoi que ce soit. Et une fois qu'on a fait ça, on se crée un filet de sécurité. Un filet de sécurité, je crois que c'est Martin Fowler qui parle de ça, ou sinon c'est Michael Fieser, mais c'est un des deux. Un filet de sécurité, c'est des tests. On teste, on crée le filet de sécurité, on crée des tests qui vont aider à maîtriser notre application et donc à préparer le futur, c'est-à-dire les changements qu'on va faire pour reprendre le contrôle. Sans ça, on ne touche pas à l'application. C'est-à-dire que si on n'a aucun moyen de contrôler que ce qu'on va modifier va bien fonctionner, on ne le fait pas. Donc on commence par investir là-dessus. Puis après, on fait des trucs par petits incréments fréquents livrés en production. Pourquoi on livre fréquemment en production ? C'est pour avoir des feedbacks. Et pourquoi on ne le fait pas, contrairement à une refonte où on va partir dans un tunnel de 2 ans, on va mettre une nouvelle équipe qui va développer pendant 2 ans un nouveau logiciel, etc., etc. Parce que justement, on va pouvoir contrôler, maîtriser ces risques en faisant ça fréquemment. Alors là, c'est un figuier étrangleur. Vous irez regarder sur le blog de Martin Fowler l'analogie avec le figuier étrangleur. C'est comment j'étrangle le vieux code avec du nouveau code tout en maîtrisant ce que je fais. Et puis on mesure parce qu'on fait un métier d'ingénierie. Et donc les ingénieurs, ça mesure. On fait un métier d'empirisme. C'est-à-dire qu'on prend des décisions sur les faits qu'on peut observer dans notre application. Donc on mesure. Alors ça a changé plein de fois de nom, mais vous connaissez ça par cœur. Il y en a qui appellent ça les metrics accelerate, il y en a qui appellent ça les forky metrics du DevOps, il y en a qui maintenant s'appellent les Dora metrics, parce que Google a mis la main là-dessus et puis ils ont voulu changer le nom. En gros, c'est à ce jour, quels sont ces 4 indicateurs, des indicateurs de vitesse et des indicateurs de stabilité. Probablement que sur une application dont vous voulez reprendre le contrôle, vous allez plutôt être du côté low performer. Donc ça, c'est le point de départ. Et puis on va regarder comment on fait évoluer ce truc-là. Le but n'est pas forcément d'être elite performer, mais en tout cas, est de faire en sorte que le truc s'améliore. Et une fois qu'on a fait ça, comment on garde le contrôle ? On revient à mon début de talk. C'est-à-dire qu'on fait en même temps ce qui est nécessaire pour maîtriser la complexité accidentelle et avoir les bonnes pratiques qui permettent de le faire. Pour maîtriser les responsabilités et le découpage de notre application. Et puis maîtriser la dépendance à la technologie, maîtriser le niveau de valeur apportée. Peut-être que la bonne décision, c'est de dire on ne sera plus capable d'ajouter de la valeur à cette application-là, et donc on doit la décommissionner. Et puis maîtriser l'environnement humain. Tout ça, le but, c'est de garder le contrôle. Parce que reprendre le contrôle, ça aussi, c'est un travers que j'ai déjà assez souvent vu. C'est-à-dire qu'on va mettre une top team là, qui va débarquer, qui va tout nettoyer. Puis la top team, elle s'en va. Et puis c'est comme avant. C'est-à-dire que le truc, 3 ans après, il est comme avant que la top team arrive. Juste en takeaway, alors j'ai mis une référence au vin, parce qu'on est dans le... Voilà, c'est le thème de la journée. À mon avis, il est possible de maîtriser l'entropie d'une application tout en la changeant. Alors, tout ce que je viens de dire, c'est pas l'immobilisme, c'est on change l'application et on fait en sorte de la changer. Mais on se donne les moyens de le faire bien et de faire en sorte que l'entropie ne nous dépasse pas. Et puis, une application, ça peut bien vieillir dans le temps, comme du bon vin. Et le seul truc que je voudrais que vous preniez avec vous, c'est le jour où vous aurez cette discussion de savoir s'il faut réécrire une application, vous pourrez vous poser la question de savoir s'il n'y a pas un autre moyen, et pas un autre truc pour le faire, et que la remise sous contrôle est une alternative acceptable, plutôt que la réécriture de l'application. Je ne pense pas qu'on ait du temps pour les questions. On va être un tout petit peu court. Ok, donc le QR code, mais ça mène sur le site de trucs, et puis le slide corporate que je suis obligé de mettre, sinon je me fais virer. Merci à tous. Et bon appétit.
Merci beaucoup. Effectivement, on n'a pas de temps pour les questions. Allez attraper un déjeuner, mais je pense que vous pouvez parler à Alexandre. Tu restes toute la journée. Tu restes là. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le croiser. Et puis, bon appétit.